L'Espagne monte en puissance, l'Espagne est un diesel, et ouais, fallait s'y attendre. Je voyais plein de conclusions, de personnes qui tiraient des conclusions hâtives. Après les matchs de groupe, après le match contre l'Uruguay où c'était un combat de catch, de boxe et tout, je vous ai dit les gars, tranquille. Moi, j'avais aimé le match de l'Espagne face à l'Uruguay. Beaucoup de gens m'ont cité sur les réseaux. Oui, c'est que du maxage. L'Uruguay et l'Espagne, ils n'ont pas été bons. C'était un match de catch. Et encore, l'Espagne, je pense qu'aujourd'hui, le match qu'ils ont sorti, ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Mais on va en parler en détail dans cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs du Barça qui ont été très bons. Un joueur du Real qui était bon aussi, on va en parler. Installez-vous les amis. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Maillot, survêtement, voilà, comme vous voulez. Si vous achetez 3 articles sur leur site, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors dans la description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez droit à 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Retournons à l'Espagne parce que ouais, aujourd'hui c'est un match abouti. C'est un match de l'Espagne, en fait, qu'on connaît. Et encore, je l'ai dit en début de vidéo, je pense que cette Espagne-là, elle a encore une marge de progression. Elle a une marge de progression dans le sens où des Fabian Ruiz ne sont pas encore à leur niveau, des Mikel Merino ne sont pas encore à leur niveau. On a vu un Olmo qui a fait du bien. Assez paradoxalement, on le disait, hein. Premier match, Olmo n'est pas titulaire, l'Espagne est morose. Deuxième match, il est titulaire, l'Espagne fait un gros match face à l'Arabie Saoudite. Troisième match, Olmo n'est pas du tout titulaire contre l'Uruguay, je crois, de nouveau. Et c'était les mêmes problèmes. De nouveau, là, il est titulaire. Je pense qu'il y a un trait d'union, il y a quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est que actuellement Olmo, il est meilleur que Fabian Ruiz, il est meilleur que Mikel Merino, parce qu'ils sont pas à leur niveau. Et Olmo en sélection à règle générale, il est très bon. Donc lorsque Olmo est là, ça fluidifie de fou leur jeu, et on voit parfois il n'hésite pas à revenir un peu plus bas et se proposer assez régulièrement dans les petits espaces, dans les demi-espaces pour trouver Lamine Yamal, pour faciliter aussi le jeu de Lamine Yamal. Parlons justement de Lamine Yamal tout de suite. On voit que Lamine Yamal est en train de monter en puissance. Il revient de blessure, c'est pas évident. On sait que voilà, c'est un mec quand même qui s'est arrêté pendant 2 mois pour cause de blessures musculaires. La première quand même de sa carrière, c'est important de le préciser. Et on voit qu'au début, sur son premier match face au Cap-Vert, sa rentrée, ça va. Première action, tu vois qu'il se teste encore, même s'il est impressionnant, ça reste il a de la qualité naturelle. Mais deuxième match face à l'Arabie Saoudite, au bout de la deuxième mi-temps, il s'éteint parce qu'il n'a pas encore le rythme nécessaire. Troisième match, un peu en dedans, même si ça va, c'était un peu mieux en deuxième période. Et puis là, ça monte en puissance, ça commence à monter. C'est pas encore le meilleur Lamine, c'est pas sa meilleure version. Ceux qui connaissent Lamine Yamal savent que malgré ce qu'on a vu ce soir, c'est loin d'être sa meilleure version. Aujourd'hui, j'ai vu un Lamine Yamal qui se faisait plaisir, qui reprenait petit à petit confiance en son jeu, même si sur certaines séquences, il a fait des actions de petit pont sur Konrad Laimer, je crois, 3 fois en 30 minutes, c'est n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, sur son 3e petit pont, ou son 2e, je sais plus, lorsqu'il réussit le petit pont et que le défenseur touche le ballon, Lamine Yamal, il est en avance pour récupérer le ballon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit Konrad Laimer arriver comme un bulldog. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Konrad Laimer lui passer devant parce qu'il pensait que Konrad Laimer était fâché par rapport au petit pont qu'il lui avait fait, qu'il allait donc le ramasser. Il veut pas se reblesser, il veut pas rechuter. Donc tu sens en fait que dans sa tête, il cogite encore un peu. Il a peur de se reblesser, d'aller dans certains contacts. D'autant plus que, est-ce qu'on peut parler de l'arbitrage sur cette Coupe du Monde? En tout cas, sur certains matchs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a compris que là, la nouvelle règle qui a été donnée aux arbitres pour cette Coupe du Monde de la FIFA, pour que le jeu ne s'arrête pas toutes les 2 secondes par rapport aux joueurs qui simulent notamment, c'est de laisser jouer. Par contre, il y a laisser jouer et laisser faire des attentats. Laisser faire des obstructions. Les arbitres, en fait, parfois, tu as l'impression qu'ils débranchent leur cerveau volontairement juste pour appliquer une règle. Parce qu'on leur a dit de moins siffler les fautes. Quand on te dit de pas siffler une faute où tu vois que le joueur, il en rajoute. Après, je trouve que sur plein de matchs, ça a été bien fait parce que tu vois plein de joueurs qui crient comme s'ils étaient là sur une phase terminale. Mais dès que l'arbitre ne siffle pas, l'action, elle se poursuit. Tu les vois se relever, se replacer. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait qu'il y a plein de petites équipes qui abusent de ça pour casser le rythme du match et casser le momentum
momentum du match pour l'équipe qui domine. Faut pas en abuser. Parfois, lorsque tu vois le match contre l'Uruguay, l'arbitre était dans le même mindset. Il a laissé les Uruguayens faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Résultat, l'Espagne s'est retrouvée en fait à la fin du match avec 2 blessés, Nico Williams et Yeremy Pino. Aujourd'hui, sur certaines actions, tu voyais Pedri se faire littéralement rouler dessus, se faire marcher dessus et recevoir des coups. Mais l'arbitre, il est là et il dit il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Regarde ce qui se passe. Ça se passe sous tes yeux, même Lamine Yamal avec Konrad Laimer. Les obstructions de fou. Il réussit son dribble, l'autre le prend, même dans la surface, au bout de la première période sur le péno, bon, je pense qu'il aurait dû être sifflé. Tu as Konrad Laimer qui ne s'intéresse pas du tout au ballon, qui met sa tête sur Lamine Yamal et ses 2 bras pour le pousser. Rien. Alors, je comprends que les pénaux soft n'existent pas non plus sur cette Coupe du Monde, mais quand même, attention quand même à l'arbitrage parce que j'ai peur en fait qu'on se retrouve face à une catastrophe au bout d'un moment parce que les arbitres, ils font un excès de zèle, ils laissent faire. Pedri, justement, parlons-en, j'ai trouvé qu'il a fait lui aussi un très bon match. Pedri, ça c'est le Pedri que je reconnais, ça, qui a su en fait qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il redescende un peu plus bas, encore plus bas pour chercher les ballons et aussi guider ses coéquipiers parce que tu voyais Pedri même crier sur Rodri, dire à Rodri de monter avec le ballon, de donner des directives à ses coéquipiers pour se replacer, pour réussir, je veux dire, à bien annihiler le pressing de l'Autriche et au fur et à mesure que le match avançait, Pedri il est monté en puissance sur l'ouverture du score, c'est lui qui fait comme ça une petite percée avant de décaler Cucurella. Il le fait très souvent avec le Barça et Cucurella aussi fait un excellent match. On va pas se mentir. Ouais, je suis dégoûté parce que je suis là à parler maintenant de madrilène en bien, mais voilà, faut rester quand même objectif. Cucurella, le match qu'il a fait, Baldé ne l'a pas fait une seule fois dans la saison qui vient de s'écouler avec le Barça. Donc il va falloir que Baldé se réveille parce que si on a ce Cucurella là au Real Madrid, après, vous savez pourquoi je pense qu'on n'aura pas ce Cucurella là au Real Madrid, c'est tout simplement parce qu'il joue avec des joueurs qui ne jouent pas assez régulièrement avec leurs latéraux. Moi, je pense à un Vinicius. Vinicius, c'est pas un mec qui combinait beaucoup avec Carreras. Pourtant, Carreras se proposait beaucoup. Vinicius, c'est un mec qui aime faire des différences individuelles, parfois à outrance. Alors, est-ce qu'ils auront un milieu capable de créer des espaces pour décaler Cucurella, le trouver constamment? On verra. Mais voilà, le Real, c'est plus les attaquants qui créent des exploits en règle générale. Donc, je sais pas. Mais Cucurella, ça reste une très bonne signature, je l'ai déjà dit. Ça reste une très très bonne signature pour le Real Madrid. Je pense que le Barça n'aurait pas posé 50 millions d'euros dessus. Je ne pense pas. Mais je suis quand même dégoûté qu'il soit allé au Real, je ne veux pas vous mentir. Pau Cubarsí qui a fait un énorme match et il continue, 4e match en Coupe du Monde, 4e clean sheet où il est protagoniste. C'est pas en mode clean sheet où son équipe ne subit absolument rien parce que ce soir, Arnautovic et l'autre attaquant de l'Autriche, là, très grande de taille, quasiment 2 mètres, Pau Cubarsí s'est frotté à eux durant tout le match, montrer de l'agressivité dans les airs malgré la différence de taille. Et ça, c'est ce que j'aime voir de Pau Cubarsí. Beaucoup de gens vont se réveiller par rapport à lui sur cette Coupe du Monde parce qu'il y a des personnes qui pensaient qu'il était surcoté parce qu'il se prenait des rouges avec le Barça. Mais les gars, la défense de Hansi Flick, elle joue littéralement au milieu de terrain. Parfois, il joue le hors-jeu dans la surface adverse, limite. Vous voyez, donc c'est très très dur de tomber sur Pau Cubarsí lorsque la défense du Barça est exposée à elle-même, lorsque les défenseurs du Barça sont obligés de sprinter toutes les 2 secondes, toutes les 2 minutes pour aller rattraper leur retard sur leur jeu. Au bout d'un moment, le défenseur il est plus lucide. Donc Hansi Flick, moi je pense qu'il peut apprendre de Luis de la Fuente par rapport à ça. On voit très rarement l'Espagne se faire prendre comme ça en contre et tu vois en fait que Cubarsí, ses qualités elles ressortent tout de suite assez naturellement. C'est un mec ultra serein, ultra propre dans la relance et il rassure aussi derrière. Il a besoin d'un taulier à côté de lui, je pense toujours. Mais voilà, 19 piges, ce qu'il fait, c'est totalement anormal. Que dire de Oyarzabal? Oyarzabal qui fait aussi un énorme match dans la finition, on le sait. Et c'est assez drôle quand tu fais le contraste avec Ferran Torres. Imaginez un peu les gars. Ferran Torres, imaginez c'est Ferran Torres le 9 de l'Espagne aujourd'hui pour ce match-là. Regardez la finition, les finitions de Oyarzabal. Et là, maintenant, rappelez-vous qu'au Barça, c'est parfois Ferran Torres, souvent même Ferran Torres, qui était le 9 titulaire durant toute la saison. Alors oui, il peut se réveiller dans certains matchs. Lui, en fait, il fonctionne à la confiance. Lorsqu'il n'est pas en confiance, il a une sorte de série de matchs où il ne marque pas. Ah là, il sombre complet, Ferran Torres. Quand il sombre, il fait pas semblant. Il le fait pas à moitié, il sombre vraiment complet. Et là, tu le vois même sur les conduites de balles. Waouh, c'était gênant la vérité. Tu fais le parallèle encore une fois avec Oyarzabal. Oyarzabal, les finitions, elles sont cliniques. Franchement, il n'y a rien à dire.
une touche de balle à chaque fois, il sait comment se positionner et c'est un mec aussi qui a une très bonne frappe de balle au Oyarzabal. Donc moi je vous l'ai dit, hein, si jamais l'option Julian Alvarez elle ne va pas au bout pour X, Y raison, Oyarzabal c'est une alternative que je prends les yeux fermés. C'est un joueur qui se comprend avec les joueurs du Barça, il facilite le jeu, la transition, les transitions par nos offensives de l'Espagne, les sorties de balles au bout d'un moment c'était un rouleau compresseur, la machine à laver l'Espagne. C'est pour ça que je vous disais, ça ne servait à rien de tirer des conclusions parce que cette équipe-là, elle est capable de faire ça. Elle est capable de monter encore plus en puissance. Elle est capable de sortir de pression, de pressing assez intense. Elle est capable de créer le jeu, de maîtriser le jeu. Elle est capable d'anesthésier en fait son adversaire. Et je pense honnêtement que de toutes les équipes que j'ai regardées sur ces 16e de finale à cet instant T, les équipes qui m'ont le plus impressionné, c'est la France, c'est l'Argentine qui n'a pas encore joué. L'Argentine, je parle de sa compétition au global. Et c'est l'Espagne. Et je pense honnêtement que les seuls capables d'arrêter la France sur cette Coupe du Monde, c'est soit l'Argentine, soit l'Espagne, dans un style totalement différent. Je pense que l'Argentine, en fait, c'est une équipe qui a du vice, qui est capable d'amener en fait l'équipe de France peut-être dans quelque chose qu'ils n'aiment pas vraiment, c'est-à-dire un peu de combat physique, du vice, de la technique aussi, parce qu'ils sont à l'aise balle au pied, un mélange de tout ça. Alors que l'Espagne, ils vont priver la France de ballon. Ils vont amener un pressing assez agressif. Après, si tu t'exposeras toujours en fait à la qualité offensive de l'équipe de France. Ça, c'est clair et net. Mais derrière, l'Espagne et l'Argentine, lorsqu'ils sont dans leur jour, franchement, c'est très très difficile de contrer. C'est très difficile de contrer, on l'a vu, France-Espagne, à chaque fois on se dit, même la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était juste Olysée qui n'était pas là, la France ils avaient déjà une armada, et pourtant l'Espagne les a éteints. La France a failli revenir vers la fin du match, mais la qualité technique, la différence entre les deux équipes, franchement ça sautait aux yeux. L'Espagne, moi je pense qu'avec leur milieu là, s'ils continuent en tout cas à monter en puissance comme ça, ils peuvent regarder absolument n'importe qui droit dans les yeux. Pedro Porro a également fait un très bon match, honnêtement, parce que tu fais le parallèle avec l'Orienté qui se permet à chaque fois de regarder Lamine Yamal, exactement comme souvent ce que Koundé fait, il se propose, en fait, tu sens pas un mec proactif comme latéral droit. Alors que l'Orienté, il est capable d'être proactif. Alors oui, c'est vrai que contre l'Uruguay, c'est lui qui déborde pour centrer pour le but de Baena. Baena, j'allais oublier, Baena aussi fait un bon match, faut le dire. Mais Pedro Porro, pour l'instant, sur cette Coupe du Monde, je le préfère à l'Orienté. À chaque fois qu'ils ont joué, Pedro Porro était meilleur, il se projette, il est offensif, et puis il se présente à la surface pour marquer ce but. Baena, je l'ai dit, très intéressant dans ce match-là. Et globalement, voilà, moi, c'est plus l'impression que l'Espagne, elle dégage sur cette Coupe du Monde, l'impression visuelle, là, sur ce match-là, parce que beaucoup ont tendance à minimiser l'Espagne maintenant parce que oui, ce n'est que l'Autriche. Ah, quand c'était la Suède par rapport à la France, la France, ils font peur. Mais quand c'est l'Espagne, ce n'est que l'Autriche. On commence déjà à voir les doubles discours. Je l'ai vu sur beIN Sport tout à l'heure. Il y a le présentateur qui le disait. Oui, mais c'est que l'Autriche en face. Et puis tout de suite, Luis Fernandez l'a repris en mode oui, non, mais c'est facile de dire ça parce qu'il n'y a pas de petites équipes entre guillemets dans cette Coupe du Monde. On voit plein de petites équipes sur le papier. On a vu ici le Paraguay sortir l'Allemagne. Donc non, tout le monde pensait que l'Espagne allait faire exactement comme la Coupe du Monde 2022. Ils allaient arriver à se faire surprendre directement en 8e ou en 16e de finale de la Coupe du Monde. On verra. Il y a encore les 8e qui arrivent face soit à la Croatie, soit contre le Portugal. Mais ouais, moi, l'impression visuelle qu'il me laisse là, ça c'est l'Espagne que je connais, que je retrouve petit à petit. C'est sur ça en fait qu'ils sont impressionnants dans le jeu. Vraiment, dans le jeu, il n'y a aucune équipe qui m'a autant impressionné depuis le début de la Coupe du Monde. Après, oui, dans l'apport offensif, la France sont beaucoup plus impressionnants. L'Argentine, ils savent gérer les matchs en fonction de l'adversaire. Mais l'Espagne, lorsqu'ils jouent comme ça, il n'y a personne en fait qui peut les regarder. Moi, je pense, dans le jeu, vraiment dans le jeu, droit dans les yeux. Et encore, ils ont une marge de progression. Donc voilà, les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour notre débrief. À très vite.